Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la santé-environnement en République centrafricaine, une discipline qui peine encore à s'imposer, alors même que les pathologies humaines résultant de notre environnement sont désormais connues. Nous sommes à Saulcy-sur-Meurthe, dans les Vosges, au centre Albert Jäger, avec le président fondateur du SAMU de l'environnement, qui se développe aussi en Centrafrique. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Docteur Fariborz Debarjani, bonjour. Bonjour Eric. Docteur Debarjani, la santé-environnement, c'est quoi ? La santé-environnement, d'ailleurs il y a l'OMS qui a une définition très claire, depuis 1946, ça ne date pas d'aujourd'hui, qui définit très bien la santé. La santé, ce n'est pas uniquement une pathologie, la santé c'est un ensemble, c'est des bien-être. Alors santé-environnement qui a une évolution depuis quelques années, il y a plusieurs médecins, un grand professeur français d'ailleurs, qui travaillent sur ce sujet. C'est toutes les pathologies qui sont liées à notre environnement, les polluants et micropolluants qui pourraient nous causer des problèmes au niveau de notre santé. D'ailleurs, le plus connu actuellement, on en parle, c'est de l'asthme. Mais l'asthme, c'est vraiment une des pathologies plus courantes qu'on en parle. Il faut savoir, on en parle plus en plus dans les publications scientifiques, des problèmes liés à des cancers environnementaux. Donc, il y en a de plus en plus. Il y a des pathologies cardiovasculaires. Il y a toute une série de pathologies qui sont répertoriées, qui pourraient avoir un lien avec l'environnement. Quand vous dites « pourrait », ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui prouvé ou reconnu ? Alors, pourrait, moi, je suis assez prudent parce que l'absolu, je n'aime pas. Je parle toujours d'une manière conditionnelle, sachant que quand on dit pourrait, ça peut aller jusqu'à 99,99%. Donc pour moi, il y a toujours ces 0,1% probabilité qu'ils ne soient pas liés. À ceux qui le prétendent, qui n'est pas lié, par exemple, à certains cancers liés aux pesticides, c'est à des fabricants de montrer que ce n'est pas vraiment un lien. Mais nous, on peut démontrer le contraire. L'absence de preuve n'étant pas preuve d'absence. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Quand, par exemple, les questions d'amiante, on peut considérer que c'est une pathologie de santé-environnement ? L'amiante, effectivement, aujourd'hui, la problématique de l'amiante, ça a été mis en évidence, pas qu'en France. Déjà, le CIRC, depuis le Centre international de recherche contre le cancer, qui est un des organismes des Nations Unies, avait déjà depuis très très longtemps avait mis cette pathologie, enfin les pathologies, les cancers pulmonaires liés à l'amiante. Vous voyez, mais par contre, c'est plutôt un environnement professionnel, parce que l'amiante est présente, certes, dans certains bâtiments, dans certains endroits, mais c'est plus, on parle de pathologie environnement, c'est environnement de travail plutôt, la pathologie du travail. Donc, mais ce n'est pas une pathologie, mais si effectivement vous l'avez chez vous, donc je vous conseille de ne pas le toucher, parce que c'est la poussière de l'amiante qui pose un problème. Mais si vous avez, effectivement, si vous commencez à gratter, il pourrait y avoir également une maladie liée à cette exposition. Là, vous parlez d'environnement professionnel, mais dans sa maison, dans nos propres maisons, on peut avoir un environnement qui pose problème. Je pense par exemple à tous les solvants et toutes les colles qui sont dans nos meubles, un peu partout finalement. Et comme l'espace est confiné, c'est mauvais pour la santé. C'est très juste, c'est très très juste. Effectivement, quand on regarde de près, on voit qu'effectivement l'environnement, habitat plutôt, pas l'environnement où on habite, mais c'est pas que l'habitat, c'est quand on parle d'un environnement clos, c'est-à-dire c'est aussi le métro, c'est aussi les voitures, c'est aussi le bureau, c'est un peu tout. Donc, quand on fait l'addition des polluants et micropolluants qui sont présents dans ces milieux clos, c'est effectivement parfois plus élevé que dans un milieu plus aéré ou à l'extérieur. C'est l'habitat actuellement, c'est un grand problème. D'ailleurs, je ferai une conférence à Anoult le 7 février. C'est une conférence où je suis habitué de le faire parce que c'est un problème sur lequel j'avais travaillé à Strasbourg avec le professeur Jäger. Donc, actuellement, on sait que l'habitat peut être directement générateur de certains nombres de maladies. Docteur Fariborz Debarjani, c'est dans ce contexte que vous avez créé le SAMU
environnement, c'était quand et en quoi consiste aujourd'hui cette entité? Alors, le SAMU de l'environnement, effectivement, ça a été créé. Je l'ai écrit le projet avec M. Jäger et d'autres professeurs disons de la faculté ou de l'école de chimie de Strasbourg ainsi que de la faculté de pharmacie, professeur Lunier et professeur Leroy, en 94. Ça date. Parce que ça ne rajeunit pas, ça. Ça ne me rajeunit pas. Donc, ça date effectivement parce que déjà, il y a 26 ans, je dirais, ou 24 ans, même un peu avant, nous avons eu pas mal de problèmes de pollution. Sans citer l'endroit exactement où c'était confronté à un déversement accidentel. Alors, je ne sais pas, enfin, peu importe, dérivés de l'arsenic, où on était obligé de se déplacer sur le site pollué, prendre l'échantillon, voir les patients, le ramener à Strasbourg, analyser pour voir est-ce qu'il y avait un lien de cause à effet. Ensuite, il y a eu encore un deuxième, peu de temps après, où il y a eu l'intervention, un déversement d'un camion non identifié avec des polluants chimiques, où les autorités nous demandaient de faire un périmètre de sécurité. Ne sachant pas c'était quoi le polluant, alors c'est très difficile de faire un périmètre de sécurité. C'est comme ça que l'idée de SAMU de l'environnement est née. C'était dans le bureau de M. Jäger à l'époque. Et on a dit, mais si on a un SAMU de l'environnement, où il y a les équipements, où un médecin et un technicien ou un ingénieur participera, qui fera les analyses, et on fera les liens s'il y a entre le polluant ou le polluant et éventuellement les directives à donner ou pas. Au départ, vous créez le SAMU de l'environnement de France, qui aujourd'hui se développe à l'international. Effectivement, au départ, c'était en 1994 quand nous avons écrit pour la première fois le projet. Ça veut dire qu'on a quand même travaillé 1 an ou 2 ans avant pour pouvoir conceptualiser. On a eu pas mal, disons, des applaudissements des autorités, je veux dire régionales. Le président de la région, à l'époque, c'était M. Zeller. Donc, il y a d'autres personnalités qui nous ont accueillis favorablement. Mais pour être très franc, ce projet n'a pas pu se développer à l'époque, même avec les encouragements des autorités publiques. C'était un peu dans un tiroir, je dirais, jusqu'à ce que moi j'étais nommé par le Comité international de la Croix-Rouge à intervenir au Kosovo. Au Kosovo, comme j'avais un grand problème lié à des bombardements, à des contextes environnementaux et les maladies que je constatais en voyant au sein de la santé publique du Kosovo, j'ai proposé de créer, de SAMU de l'environnement qui a été créé, conceptualisé plutôt, pas créé encore à Strasbourg, l'emmener au Kosovo, à Pristina, et commencer à faire le diagnostic. C'est comme ça que nous avons eu les premières expériences dans un contexte de guerre au Kosovo avec le SAMU de l'environnement. Nous avons fait village par village, c'est-à-dire au lieu de faire venir les patients vers l'hôpital, c'est l'hôpital qui allait vers les patients. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Docteur Salaho, comment en êtes-vous arrivé à créer le SAMU de l'environnement en Centrafrique? Oui, d'abord, bonjour à tout le monde et bonjour à tous les auditeurs. Au fait, l'idée de la création du SAMU de l'environnement m'est venue lorsque j'étais à Dakar. Donc, à l'époque, j'assistais à une conférence organisée par Dr Faribor et Dr Paul King. J'ai été séduit par le style et la méthode, intéressé par le projet. Je me suis rapproché de Dr Faribor pour essayer de voir comment on peut créer une structure pareille en République centrafricaine. Et après ma thèse, une fois au pays, j'ai rencontré un socle, un noyau des compatriotes, des jeunes, y compris surtout les universitaires comme moi, des collègues. C'est comme ça qu'on a pu lancer SAMU de l'environnement Centrafrique. Et où en êtes-vous aujourd'hui, Dr Salaho? Et aujourd'hui, si vous voulez, il faut que je vous dise que le projet de SAMU de l'environnement est basé sur une approche rationnelle, tenant compte des problématiques environnementales liées à la pollution de l'air, pollution des eaux, pollution du sol, ou bien être
au bien-être des êtres vivants et d'aujourd'hui et de demain. Et donc aujourd'hui, ce que nous faisons, est parce que vu le contexte local, on a on s'est dit pourquoi pas commencer à la base, parce que des choses basiques comme la gestion des déchets, la sensibilisation de la population à l'utilisation des lignes publiques. Donc c'est ce que nous faisons actuellement. D'accord. En 20 secondes. Docteur Salaho, combien êtes-vous aujourd'hui de médecins engagés dans le SAMU de l'environnement en Centrafrique? Vous avez entendu ma question? Oui, je disais que nous avons 3 médecins. Oui. Dans le SAMU de l'environnement Centrafrique. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme il faut sa purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Docteur Fariborz Libarjani, vous êtes le fondateur du SAMU de l'environnement et de ce centre de formation Albert Jäger où nous sommes aujourd'hui avec vous à Saulcy-en-Meurthe, c'est dans les Vosges, un centre précisément créé pour former des médecins intervenant dans le domaine de la santé-environnement. C'est tout à fait ça, cher Eric. Ouais, c'est effectivement après le décès de M. Jäger, pour lui rendre hommage, comme il était un de ceux qui... Enfin, d'abord, c'est lui qui m'a tout formé, tout m'a appris en toxicologie. Et puis ensuite, moi, je voulais absolument lui rendre hommage. C'est pour ça que j'ai bâti le nom de centre de formation à son nom. Donc, l'idée principale, c'est de promouvoir la santé environnementale. Alors actuellement, je joue particulièrement un rôle un peu actif à l'étranger parce que j'ai passé quand même pas mal d'années au Comité international de la Croix-Rouge et j'ai travaillé dans mes missions avec l'OMS ou autres. Et je vois justement que c'est la formation pour les collègues en dehors de nos frontières, parce qu'en France, on a quand même beaucoup de spécialistes qui sont très, d'ailleurs, parmi les meilleurs du monde.
Par contre, on a besoin un peu de former les gens qui sont un peu en dehors de nos frontières et puis de les former sur le terrain, particulièrement en Afrique ou en Arménie où j'étais il y a à peu près un an, pour créer justement une entité de SAMU de l'environnement. Je reçois ici, à ce centre, ces étudiants ou ces stagiaires ou ces collègues, peu importe comment on l'appellera, de différents pays, et je les initie avec mes collègues autour de santé environnementale, aussi bien sur l'aspect analytique que le diagnostic. On va reprendre le docteur Salaho au téléphone avec nous depuis Bangui. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Docteur Salaho, vous êtes à Bangui, vous avez créé le SAMU de l'environnement en Centrafrique. Quelles sont les difficultés particulières liées aux problèmes de santé de l'environnement auxquels vous avez à faire face en Centrafrique? Bon, étant donné que nous sommes aussi nombreux dans SAMU, et je suis également avec le EG, je laisse la possibilité au secrétaire général de la structure de répondre. Allez-y. Bonjour, moi c'est Évariste Mbayo, je suis environnementaliste. Bonjour. Et en même temps de SAMU centrafricain. Pour répondre à votre question en ce qui concerne les questions liées à la santé, si nous regardons un peu le focus de SAMU Centrafrique, qui travaille sur la question de l'air, de l'eau, du sol, la question de l'air, par exemple, la question des polluants climatiques, font qu'à ce jour, il y a beaucoup de problèmes qui se trouvent en termes de questions de santé. Les études montrent que, par exemple, dans la ville de Bangui, il y a beaucoup de pollution, de la dégradation de la qualité de l'air due à l'utilisation du bois ou bien de l'énergie domestique liée essentiellement au bois domestique à travers la pollution intérieure qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de maladies pulmonaires. Je vous entends plus. Je vous entends plus. Il faut reprendre la phrase, s'il vous plaît. Alors, ok. Oui. Je disais tantôt, si nous regardons un peu la question des maladies liées à l'environnement, si je prends juste la question du secteur, la qualité de l'air, aujourd'hui, les études montrent que la ville de Bangui, la population est exposée, pas seulement Bangui, la RCA en général, est exposée à des questions de pollution intérieure, puisque en Centrafrique, l'utilisation de l'énergie, elle est presque domestique, c'est-à-dire plus de 93% de la population utilise le bois énergie sur des foyers ouverts dans des cuisines qui sont mal aérées. Donc, je disais, en plus de la pollution de l'air, il y a la question de gestion des déchets qui se fait pas dans les normes. Parce que à Bangui, tout ce qui concerne, par exemple, les déchets ménagers ou bien les déchets municipaux, il y a très peu de sites pour la gestion ou bien des stockages ou bien des traitements des déchets. Ça fait que la population fait un peu de la combustion à l'air libre, jette tout ce qui est ordures ménagères dans les caniveaux. Et ceci, ça augmente un peu le taux de prévalence des maladies qui sont liées à tout ce qui concerne les malarias, le paludisme. Il y a la pollution des eaux qui fait un peu des questions de diarrhée, des maladies diarrhéiques, etc. de l'eau. Face à ces problèmes spécifiquement centrafricains que vous venez de nous expliquer, comment est-ce que vous êtes soutenu par les autorités centrafricaines? Oui, effectivement, on est soutenu par les autorités parce que si nous regardons par exemple le domaine de gestion des déchets, la responsabilité est confiée selon les textes à la municipalité. Sauf qu'avec la crise que nous connaissons, avec tous les problèmes que le pays connaît, la municipalité n'a pas de moyens, que ce soit des ressources humaines, les moyens logistiques et moyens financiers qu'il faut. Ça fait que la municipalité travaille en collaboration avec des organisations comme les nôtres
pour pouvoir aider à remplir cette mission-là. Parce que la gestion, par exemple, des déchets, c'est dans ce cadre que, en ce moment, le SAMU Centrafrique négocie des partenariats, des conventions de collaboration, vu le travail que nous avons commencé à faire et la municipalité est venue vers nous pour pouvoir nous aider ou bien entrer en partenariat pour, par exemple, la question des ordures, le nettoyage des rues. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, par exemple, quelques projets précurseurs de la Banque mondiale qui a mis un peu de bacs à ordures dans la ville. Mais le problème maintenant, c'est au niveau des ménages, pour collecter les déchets au niveau des bacs à ordures, avant que les bennes de la mairie viennent prendre, ça pose problème. Et ça, il n'y a par exemple que des organisations comme la nôtre qui est sur le terrain, qui puissent faire ce travail. Et ça, les autorités sont conscientes de cette situation et entrent en contact avec nous, essaient de négocier, de discuter avec nous pour qu'un partenariat soit créé pour prendre en charge toutes ces questions-là. Ok, mais super. On va en rester là, je pense que c'est bon. Je vais vous repasser Fariborz. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Docteur Fariborz Libargiani, ce que l'on vient d'entendre là depuis la capitale de Centrafrique, quant aux questions spécifiques de santé environnementale, ou de santé environnement plutôt, est-ce qu'on est confronté en France aux mêmes problématiques? Alors j'imagine que bien sûr dans des degrés moindres, quoique, quelle est la spécificité des questions de santé environnement en France? Est-ce que de toute façon, d'un lieu à l'autre, c'est pas du tout comparable? Vous savez, par exemple, entre deux régions, prenons par exemple l'Alsace, avec je dis, pourtant c'est pas très très loin, aux Vosges, ou même dans le sud, la problématique environnementale, c'est-à-dire la spécificité de ce qu'on pourra rechercher n'est pas du tout pareil. Par contre, ce qui est important, et il faut le souligner, c'est que les pathologies environnementales sont regroupées un peu dans un tableau clinique plus ou moins à peu près spécifique. Ça veut dire on sait que les polluants et micropolluants, à différents degrés, peuvent provoquer le cancer ou autre. La particularité de Centrafrique, ça je voulais quand même insister là-dessus, c'est un pays qui sort de la guerre. Alors la guerre, mon expérience du Kosovo et également d'autres missions où j'ai participé, Afghanistan ou autres, c'est que la pollution existe, mais il y a une pollution aggravante dans le sens que les bombes qu'on utilise, les bombes, c'est des produits chimiques. Aujourd'hui, on a encore peut-être en tête l'histoire de Nagasaki, Hiroshima. C'est encore aujourd'hui, la population paye les dégâts des bombardements d'il y a 60 ou plus que ça. L'agent orange au Vietnam. Deuxième problème actuellement, par exemple, moi quand j'ai vu ce problème particulier au Kosovo, en Bosnie et également en Irak, l'utilisation de l'uranium appauvri. On n'a aucune connaissance sur la dispersion des résidus de l'uranium appauvri et des pathologies qui peuvent engendrer à court terme, à moyen terme ou à long terme. On sait que ce sont des éléments qui persistent dans l'environnement, qui peuvent rester très 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 longtemps parce que la demi-vie, elle est très très longue. La demi-vie, c'est le temps au bout duquel la concentration est divisée par 2. Donc, et ça peut rentrer via la chaîne alimentaire chez nous, les humains, quand on utilise les légumes, la viande, etc. Et ça peut avoir des conséquences sur notre santé.
Nicole Poumaillet, vous êtes doctorante en chimie de l'eau à l'université de Bangui, capitale de la République de Centrafrique, je le rappelle. Et donc votre spécialité, c'est plus particulièrement les questions liées à la pollution de l'eau. Moi, en tout cas, je peux vous parler par rapport à la pollution de l'eau. Au vu de l'environnement et l'assainissement qui n'est pas vraiment structuré en Centrafrique, l'eau qu'utilise la majorité de la population est totalement polluée parce que la majorité utilise l'eau de surface directement pour préparer, pour se faire doucher. La qualité de l'eau n'y est pas. Les questions liées à la qualité de l'eau en Centrafrique, j'imagine que ce sont des défis énormes. Oui, effectivement. Alors, je pourrais même déjà vous dire que on n'a que 30% de la population qui ont accès à l'eau potable. Le reste de 70% sont obligés d'utiliser l'eau de puits, l'eau de surface, l'eau de forage. Et généralement, c'est l'eau de surface qui est beaucoup plus utilisée. Sachant que l'eau de surface, on a d'abord les pollutions revenant des industries. Combien il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, en Centrafrique, mais les peu des industries qui existent, en tout cas, l'eau de surface, on gagne pleinement cette pollution-là. Et pour ne pas aussi dire que les bactéries, les virus, etc. Car l'assainissement, en tout cas, n'y est pas, ce qui fait que quand il pleut abondamment, l'eau ramasse tous ces déchets, que ce soit les fessiers des animaux, même des personnes, des humains. En tout cas, tout ça, ça ramène dans l'eau de surface. Et par rapport à ça, on pourrait en tout cas dire que la population sont vraiment dans la menace des maladies, des diverses maladies. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Docteur Fariborz Libardjani, fondateur du SAMU de l'environnement, comment est-ce que vous intervenez, vous, quand on entend le propos de Nicole Poumaillet à Bangui? Comment est-ce que vous intervenez-vous en appui du SAMU de l'environnement qui se crée aujourd'hui, qui s'est créé en Centrafrique? On va dire, heureusement, la technologie nous aide beaucoup. Moi, j'interviens via les mails, via un peu ce que je peux, effectivement sur des questions très très précises avec les collègues, que ce soit en Centrafrique ou ailleurs. On me pose des questions bien précises, tant bien que mal, j'essaye de répondre. Si je peux répondre, je réponds. Sinon, j'essaie quand même de mobiliser à partir de là les confrères ou les gens qui sont un peu plus spécialistes que moi dans le domaine. L'idée, c'est de créer un réseau avec eux. Et puis, ça marche, ça commence à bien marcher. Effectivement, il y a des gens qui étaient en contact parmi mes anciens étudiants, qui sont formés. Aujourd'hui, ils ont un lien direct avec les différents SAMU de l'environnement en Afrique ou même en Arménie. Donc, ça commence à bien marcher, même que sans que moi, je sois obligé d'intervenir. Mais presque, je dirais, tous les jours, je suis en contact avec eux sur leurs problématiques spécifiques. Ce sont des choses que j'ai connues aussi un peu au Kosovo ou ailleurs, parce que j'ai vécu dans les situations de guerre. Donc, et j'essaie d'apporter, avec ma petite expérience, modeste, ma contribution. Il y a un point commun entre le SAMU de l'environnement en France que vous avez fondé, Dr Fariborz Libardjani, et aujourd'hui le SAMU de l'environnement en Centrafrique. C'est peut-être le manque de soutien des autorités, quand on sait que même en France encore aujourd'hui, il n'existe pas, au regard malgré tout de tous les enjeux que vous nous avez exposés, il n'existe pas de formation en santé environnement dans les formations médicales.
C'est exact, ouais. Donc, il faut savoir pourquoi, enfin, il faut se poser en tout cas la question, pourquoi Je vous la aujourd'hui, pose. voilà, pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas une formation académique dans nos facultés de médecine. Je pense que contrairement à d'autres pays où il y a cette discipline est plus ou moins bien développée, je pense notamment nos amis belges, je pense aux Allemands qui sont quand même un peu plus structurés, et puis la France, malgré la grande, disons, chaque fois qu'on parle de problèmes, notamment si vous lisez les interviews de professeur Belpom, Dominique Belpom, vous voyez que quand il soulève les problèmes environnementaux, il a, avec les instances compétentes, il a des problèmes. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a ces questions de lobby? Moi, je pense oui, personnellement. Mais Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un système qui utilise beaucoup de produits chimiques qu'on retrouve dans l'atmosphère ou dans l'eau ou dans l'air. On l'a entendu également en Centrafrique. Et ça, on n'a pas envie que ça change parce que derrière ça, c'est un business. Écoutez, de toute façon, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Les journalistes, ils en parlent, et vous-même, vous en parlez très, très bien. On voit un peu le poids que les lobbies jouent actuellement, alors, ne serait-ce que pour les pesticides. Voilà, pour la glyphosate, qui a un problème aujourd'hui avec presque la certitude, une certitude. On peut dire que ça pose un problème au niveau de la santé. On fait tout pour pouvoir justement l'utiliser, réutiliser, prolonger le temps d'utilisation, etc., etc. Donc, il en est de même pour d'autres pesticides, d'autres produits, entre guillemets, phytosanitaires. J'aime pas trop ce mot phytosanitaire parce que moi, je parlerais plus de pesticides ou des produits qui posent. Vous voyez, par exemple, toute la législation qu'on essaye de mettre en place concernant les bornes d'exposition à 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres, etc., qui posent un problème. Il n'y a aucun calcul spécifique fait sur l'écotoxicité, ou je veux dire la mobilité écotoxicologique de polluants dispersés. On a des savants pour faire ça ici, mais pourquoi on ne le fait pas? Je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche, qui doit s'appeler, à mon avis, des lobbies. Probablement, on comprend bien le sens de votre propos. Docteur Fariborz Libarjani, est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas aussi le fait que c'est au laboratoire, aux fabricants de ces produits, de prouver l'innocuité des produits qu'ils mettent sur le marché, et donc ils produisent leurs propres études. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un renversement de la charge de la preuve en disant que ce sont des laboratoires indépendants qui doivent évaluer la nocivité ou non des produits que l'on met sur le marché? C'est la logique des choses. Ouais. Il faut que ce soit des indépendants, les laboratoires. Alors si c'est tellement logique, pourquoi ça ne se fait pas? Ça, c'est on la revient question. À votre réponse de tout à l'heure. Voilà, il faut peut-être poser la question aux gens qui sont dans les différentes instances, que ce soit dans les assemblées nationales ou d'autres. Moi, je ne suis pas à leur place, je ne peux pas répondre. Moi, j'ai ma réponse, c'est qu'effectivement, sachant que dans ces assemblées, que ce soit nationales ou au Parlement européen ou autre, les lobbies interviennent et puis de toute façon, ils empêchent tout. Alors pourquoi ne pas retarder autant que possible les vraies études toxicologiques concernant ces produits? Pour autant, quand on regarde l'environnement autour de soi, on trouve aussi encore, alors ce ne sont pas forcément des molécules, mais on trouve beaucoup de déchets. On parle beaucoup, par exemple, des mégots de cigarettes. C'est pourtant totalement anodin. Comment se fait-il, docteur Libarjani, que ni en France, ni au Kosovo, ni en Centrafrique, ni ailleurs, l'humain n'ait pas conscience de son environnement? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'aujourd'hui, l'humain, alors on va rentrer dans un débat vraiment sociologique. Donc, pour une simple raison que plus on garde ignorant les êtres humains, ça veut dire moins on intervient dans la formation, plus ces problèmes vont exister. Et plus on peut effectivement aller, je dirais, l'exploiter, ces gens, leurs richesses, que ce soit les minéraux, le pétrole ou autre. Bon, effectivement, ça peut, mais je pense que c'est un autre débat, c'est pas sur un débat scientifique. Je veux bien le faire dans une autre mission, mais sur un débat sociologique, bien que ça soit pas vraiment tout à fait ma spécialité, mais je suis passionné de la sociologie parce que c'est une science humaine qui mérite. Mais je pense, globalement, pour répondre, il faut absolument aller dans le sens de formation des gens. Formation, plus les gens ils sont formés et informés, mieux ils arrivent à maîtriser. Ils cracheront moins par terre, comme ça se passe en Chine actuellement, et qu'on fera. Ils écraseront moins des cigarettes et ils pollueront moins. Mais après, s'ils sont bien formés, ils vont se manifester, peut-être empêcher un peu les lobbies de développer certains nombres de produits phytosanitaires ou autres.
toujours sale. Faut que ça s'arrête, ce n'est pas normal. Y en a marre de regarder en l'air car les gens jettent des bouteilles de bière. Ne jetons pas les déchets par terre, ni dans la mer, ni dans les rivières. Car ça pollue, ça tue les poissons. Attention la terre a des frissons. Ne jetons pas les déchets par terre, ni dans la mer, ni dans les rivières. Car ça pollue, ça tue les poissons. Attention la terre a des frissons. Ne jetons pas les déchets par terre, ni dans la mer, ni dans les rivières. Car ça pollue, ça tue les poissons. Attention la terre a des frissons. On veut plus de jeux dans nos quartiers. Pour pas s'ennuyer, il faut jouer. Des patins lisses pour faire du patin, pour sentir bon du teint du romarin. Ne jetons pas les déchets par terre, ni dans la mer, ni dans les rivières. Car ça pollue, ça tue les poissons. Attention la terre a des frissons. Ne jetons pas les déchets par terre, ni dans la mer, ni dans les rivières. Car ça pollue, ça tue les poissons. Attention la terre a des frissons. Ne jetons pas les déchets par terre, ni dans la mer, ni dans les rivières. Car ça pollue, ça tue les poissons. Attention la terre a des frissons. Docteur Fariborz Livarjani, fondateur du SAMU de l'environnement, quel est votre parcours? Comme vous pouvez constater, Fariborz, c'est pas très français, je pense. Fariborz, alors je passerai Livarjani non plus. Livarjani non plus, effectivement. Fariborz, je suis né je dirais pas mon âge, sinon ça me vieillira trop. Alors donc, je suis né en Iran, pas dans la République islamique, mais en Iran. Et je suis arrivé quand même assez jeune en France. J'avais fait une partie de mes études. Et après, pour des raisons diverses, j'ai continué mes parcours, mes voyages. Un jour, j'ai atterri en Albanie. Et c'est là j'ai fait une partie de mes études. Et puis, en arrivant en France, on m'a repris par monsieur professeur Jäger, qui était un grand toxicologue à l'époque, qui a fait le centre antipoison de Strasbourg, également toute la réanimation ou autre, m'a proposé de faire une thèse avec lui. C'est ainsi que je suis devenu, sous ses ailes, toxicologue. Et il m'a beaucoup appris des choses, et surtout, il m'a initié sur l'environnement et les maladies environnementales. Donc, après avoir fini ma spécialité, je souhaitais partir un peu découvrir encore le monde. Donc, je me suis engagé. Parce que vous avez beaucoup voyagé au cours de votre vie. Exactement, voilà. Déjà, au niveau de mes grands-parents, ils étaient aussi partis d'ailleurs pour arriver en Iran d'aujourd'hui, mais à l'époque, ça s'appelait la Perse. Donc, et après, arriver en France. Et moi, apparemment, je dois avoir ça dans le sang. Donc, j'aime bien le voyage et découvrir les peuples, les traditions ou autres. Donc, j'ai continué à voyager grâce, ou je dirais, au Comité international de la Croix-Rouge, où je me suis engagé dans différents pays. Alors, j'ai passé, d'ailleurs, j'ai commencé en Afghanistan. J'ai passé quelques années en Afghanistan. Ensuite, c'était au Kosovo, en Serbie, Nicaragua, Sri Lanka ou autres, j'en passe, avec d'autres organismes que le CICR. Donc, et puis au Kosovo, c'était une occasion unique parce que j'étais nommé pour remettre toute la santé publique du Kosovo en place.
Quand je suis arrivé, la pathologie, ce qu'on appelle les pathologies, enfin les maladies liées à la qualité de l'eau étaient à peu près de 70%. Et il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait presque rien. Donc j'ai commencé un peu à travailler dans une situation très très difficile, à moins 25 degrés à Pristina. On n'avait pas d'eau nous-mêmes ni pour se laver ni pour boire correctement. Donc faire l'évaluation sanitaire d'une manière générale. Et c'est là que l'idée de SAMU de l'environnement que nous avions développée avec M. Jäger m'est revenue. Et j'ai demandé à M. Jäger et on l'a aménagé la camionnette et on l'a envoyé au Kosovo. Et c'était le Comité international de la Croix-Rouge qui avait payé cette unité. Et nous avons baissé de 70% des pathologies hydriques en 3 mois. C'était une réussite totale. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Docteur Fariborz Divarjani, fondateur du SAMU de l'environnement, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Et si je disais à la fois les deux? Ah ben, dites. Ouais, je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste parce que, enfin, je suis d'une nature optimiste. J'ai toujours eu envie que les choses marchent et ça a toujours marché. Ça dépend de la volonté, ça dépend de... ça dépend, disons, on va dire c'est multifactoriel pour qu'une énergie positive soit dégagée. Et puis, évidemment, on n'a plus trop le temps d'être pessimiste. On n'a plus le temps d'être pessimiste. Ouais, ça veut dire qu'on doit s'engager. Et je suis vraiment très ravi de voir que les gens, malgré ça, quand je vois cette jeune Suédoise à 14 ans qui ose d'aller crier... Je crois qu'elle a 16 ans aujourd'hui. 16 ans, peut-être. 16 ans. Et vraiment, c'est un exemple à prendre qui dit vous avez volé ma jeunesse. Et c'est assez émouvant, c'est assez intéressant, on voit que les gens s'engagent et les gens, ils sont là. Donc, je pense que les lobbies, ils doivent quand même avoir un peu peur parce qu'il y a quand même un mouvement qui se crée. Et on a beaucoup trop cédé. Ils nous ont rendus malades avec leurs produits. Je ne suis pas bêtement contre tous les produits. Je pense qu'il y a des produits chimiques nécessaires pour le développement, que ce soit au niveau de pharmaceutique. Mais quand le calcul est fait en fonction du profit, mais pas en fonction de besoin, on crée n'importe quoi, on met sur le marché. Ce n'est pas ma philosophie. Moi, je pense que maintenant, on a besoin, je veux dire, je vous donne un exemple très très simple. Si on a besoin de 10 kilos de tomates pour nourrir en 10 kilos de tomates les gens, il faut il faut cultiver 10 kilos. Pas 15 kilos et on prend 5 kilos, on le détruit, même pas donné aux autres, comme ça se fait dans certaines politiques européennes. On rachète les surproductions pour ne pas laisser baisser les prix des produits. Donc, mais je pense que les gens ils sont en train de prendre une conscience par rapport à la réalité des choses. Et là, je suis optimiste. Ça va changer. La jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse actuellement combative. Il faut que ça continue parce que là, c'est leur santé, c'est l'avenir, c'est notre avenir, c'est l'avenir de toutes les personnes engagées. Et aujourd'hui, on sait avec la certitude que l'environnement nous rend malades et il faut qu'on fasse quelque chose. Et il faut qu'on forme les gens, on informe les gens plus en plus pour que les gens s'engagent. Docteur Fariborz Divarjani, est-ce qu'on n'est pas en train de rechercher une forme de modèle économique du bon sens? Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Parce qu'actuellement, pour avoir encore aujourd'hui les résultats de Oxfam, les publications de Oxfam montrent qu'il y a 100 personnes qui détiennent, ou je ne sais plus combien exactement, mais ils ne sont pas plus qu'une centaine, la totalité de la richesse équivalente du reste du monde. Je pense que c'est honteux. Donc, il faut qu'on change de modèle économique. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Je ne sais pas par quelle voie, mais il faut qu'on change parce que de toute façon, ce n'est plus tenable et ça peut exploser d'une façon ou d'une autre et que ça soit à tous les niveaux. Donc, on doit changer le modèle économique pour que la production soit au profit des gens, en fonction de besoins des gens, mais pas uniquement créer des profits uniquement dans l'intérêt une certaine minorité des gens. En même temps, le modèle que nous avons aujourd'hui, la population dans son ensemble, j'ai envie de dire, s'y est engouffrée. On ne va pas jeter d'anathème sur les hypermarchés, mais on n'a forcé personne à utiliser les hypermarchés. Ça a correspondu à un moment donné à
une pratique. Les gens y vont, allument la télé, regardent des programmes qui ne sont pas forcément toujours très bénéfiques. Personne ne les oblige. Bah, en réalité, personne ne nous oblige de faire ça. Mais je pense que la force de la publicité est faite justement pour faire un lavage de cerveau. Effectivement, on passe, on voit que c'est la solution facilitée, c'est de passer au supermarché au lieu d'aller soutenir par exemple l'artisan du coin, parce que on trouve tout au même endroit. C'est une publicité qui a été faite justement pour nous attirer vers ces genres de commerce. Et au détriment de commerce de proximité. C'est vrai que quand il y a une crise, bah, on cherche à acheter moins cher. On n'a pas le choix. Bah, on y va. Mais même si on est contre, on y va. Mais c'est un choix économique d'individus. Maintenant, il commence. Moi, je vois plus en plus ici dans notre village, dans notre commune, que des gens, maintenant, ils vont chez le paysan directement. Ils vont acheter. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un niveau de conscience qui augmente parce qu'ils voient qu'il y en a marre d'acheter des produits avec plein de E à 177 E machin. Et ils vont chez le paysan du coin. Ils ont des produits sains et ils savent d'où vient. Et ça, c'est souvent moins cher. Et c'est parfois, enfin, c'est pas forcément moins cher, mais c'est pas plus cher que ce qu'on croit. On dit c'est plus cher. Non. Quand on compare, on voit que ça revient moins cher déjà en essence, enfin, on fait tout ce qu'on utilise. Finalement, ça peut même devenir moins cher. Mais il faut que ça. C'est une façon de lutter aussi contre les lobbies de cette façon. Ça veut dire quand on achète chez le voisin au lieu d'aller acheter dans les grandes surfaces, ben, ça peut aider le paysan et c'est également aller dans le contresens des lobbies qui nous imposent un certain nombre de choses. En même temps, quand on achète au voisin, dans le temps, c'est ce qu'on faisait finalement, on enrichit le voisin. Alors que quand on achète dans un supermarché, on ne sait pas finalement à qui on achète. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de nature humaine dans tout ça? Moi, je n'ai pas vu encore trop de riches chez nos paysans. Hein. Le problème, c'est qu'ils sont en train de s'approvisionner, disons, devenir plus en plus pauvres, mais pas plus en plus riches. Parce que justement, et je ne pense pas qu'un paysan, toute l'histoire de la paysannerie ou même les ouvriers ne mentent pas, ils ne sont jamais devenus des gros. Ils ne sont pas devenus les 440 en tout cas. Docteur Fariborz Libarjani, d'où tirez-vous toute cette énergie incroyable? Je pense de la nature, de vous, de tout le monde. C'est-à-dire chaque personne apporte une énergie positive. Et comme je suis toujours optimiste, je fais toujours confiance, je suis toujours heureux. Et puis je vais vers les gens et je suis vraiment très content de pouvoir continuer mon combat, parce que c'est aussi un combat que je mène en allant sur le terrain dans les missions, etc. Ici même, quand j'essaie d'aider les Africains ou autres, apporter ma petite contribution. Et puis eux aussi, contrairement à ce que vous croyez, m'apprennent beaucoup de choses. C'est-à-dire, j'apporte, mais ils m'apportent aussi beaucoup. Et ça, c'est très riche. Merci, docteur Fariborz Libarjani. Merci Eric, merci Véronique, et puis à une prochaine fois. Voilà pour cette émission sur le SAMU de l'environnement Centrafrique, avec le docteur Fariborz Libarjani, président fondateur du SAMU de l'environnement France au centre Albert Yeguer à Saulcy-sur-Meurthe dans les Vosges, le docteur Aminou Salaho, spécialiste en sciences de l'environnement, enseignant-chercheur à l'université de Bangui, président du SAMU de l'environnement Centrafrique, Évariste Mbayelao, ingénieur forestier, environnementaliste, secrétaire du SAMU de l'environnement Centrafrique, et Nicole Mathilde Poumaillet, doctorante en France à l'université de Lille et en Centrafrique, enseignante-chercheuse à l'université de Bangui dans le domaine de l'eau. Pour en savoir plus sur le SAMU de l'environnement, rendez-vous sur caj-santé-environnement.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Respire par Mickey 3D, Dawili par le groupe centrafricain Zokela Itimaiti et enfin Ne jetons pas les déchets par terre par le groupe Amulette. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.